Bonsoir à tous et bienvenue au mercredi de Force républicaine. Je me présente, Serge Grouard, en charge du projet de Force républicaine, et j'ai le plaisir de saluer Bruno Retailleau, président de Force républicaine. À Force républicaine, nous innovons. Notre objectif, vous le savez, prendre la parole, débattre de tous les grands sujets de société, apporter des idées fortes et des propositions concrètes. Ce soir, premier mercredi, premier débat consacré à un sujet d'une brûlante actualité et en même temps quelque peu tabou, l'immigration. Nous innovons parce que vous êtes nombreux à participer à ce débat un peu partout en France. Vous êtes plus d'1 millier dans une 50aine d'ateliers connectés. Merci, grand merci à vous. Avec nous pour débattre nos deux intervenants, Michel Tribala, universitaire et démographe, François-Noël Buffet, sénateur du Rhône et auteur de plusieurs rapports sur l'immigration. Notre débat va durer à peu près 45 minutes. Je vais d'abord donner la parole à nos deux intervenants pour 10 minutes à peu près. Ensuite, nous aurons un jeu de questions avec des réponses courtes. Et enfin, je proposerai à Bruno, s'il le veut bien, de pouvoir conclure ce premier débat. Après, chers amis qui nous écoutez un petit peu partout en France, nous allons vous adresser un questionnaire précis et vous pourrez donc nous faire part de toutes vos propositions. Ensuite, nous en ferons une synthèse et cette synthèse deviendra une sorte de cahier de propositions de Force républicaine que nous verserons au débat public. Alors, tout de suite, pour engager la discussion et pour mieux savoir de quoi l'on parle sur ce sujet bien délicat, Michel Tribala, est-ce que vous pouvez nous donner quelques repères en quelques chiffres? Oui, c'est quelques chiffres qu'on va voir sans doute incessamment sous peu en images. Voilà. Alors là, si vous voulez, on parle beaucoup d'immigration irrégulière et de migrants qui sont arrivés spontanément en Europe, mais on a peu d'informations finalement statistiques sur ce sujet-là. Et on a détourné un peu le regard sur ce qu'était l'immigration dite régulière, c'est-à-dire celle qui est enregistrée par le ministère de l'Intérieur à travers des titres de séjour. C'est-à-dire c'est simplement quand on a une situation régulière qu'on apparaît dans les chiffres du ministère de l'Intérieur et d'autres estimations diverses qui figurent sur le graphique que vous voyez là. Et donc pour résumer ce graphique, contrairement à ce qu'on entend régulièrement, c'est-à-dire que l'immigration est stable à peu près depuis les années 2000, bon, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. On a une tendance très forte à la hausse, et notamment un doublement pour la statistique du ministère de l'Intérieur qui est en rouge sur ce graphique entre 2000 et 2017, puisqu'on est passé environ de 130 000 à 260, un peu plus de 260 000. Alors si on passe à l'autre graphique, ça vous donnera une idée de l'évolution de ce qu'a été la proportion d'immigrés sur la très longue période, c'est-à-dire à la succession des recensements et des enquêtes annuelles de recensement depuis 1911. Bon, ça complète un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous voyez qu'on a eu 3 vagues migratoires, celle des années 20, celle de ce qu'on appelait les 30 glorieuses. Vous voyez qu'ensuite il y a un plateau assez long quand même, qui dure à peu près 25 ans, entre 1975 et 1990. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas rien passé, mais en tout cas, la proportion d'immigrés n'a pas évolué. Et ensuite, une montée très importante, avec un rythme qui est voisin de celui qu'on a observé pendant les 30 glorieuses. Donc là aussi, quand on dit que l'immigration en France, c'est plus vraiment un sujet, vous voyez que si c'est plus un sujet, ça ne l'était pas non plus dans les années 60 et 70. Donc cette immigration, vous en doutez, a transformé le peuplement des territoires, et vous allez voir, et le peuplement de la France tout particulièrement, vous allez voir sur le prochain graphique, voilà ce qu'on obtient quand on prend des chiffres, des données différentes. C'est-à-dire souvent on vous parle des étrangers. Benoît Hamon, lors de la campagne électorale, a déclaré qu'on n'avait pas plus d'étrangers qu'en 1930. C'est faux. Mais enfin, c'est la courbe rouge que vous voyez en bas. Et ensuite, vous avez la courbe des immigrés avec une proportion qui arrive à 9,3% en 2015. Et j'ai mis au-dessus ce qu'on appelle la population d'origine étrangère. Maintenant, on a quelques points, puisque l'INSEE a consenti à demander certaines informations dans ses grandes enquêtes annuelles sur le pays et la nationalité de naissance des parents. Donc vous voyez
que cette évolution n'a rien à voir avec les chiffres qu'on peut vous diffuser sur les deux courbes qui sont en dessous, puisqu'on arrive en 2015 à une proportion un petit peu supérieure à 20%, 20,5%. Alors si on passe maintenant au graphique suivant, voilà, donc on peut de temps en temps avoir une estimation un peu plus approfondie de la population d'origine étrangère. Et je l'ai fait à partir de l'enquête famille de 2011. Et sur ce graphique, je l'ai fait sur 2 générations et sur 3 pour les moins de 60 ans. Donc sur ce graphique, vous avez la composition par origine, donc des personnes d'origine étrangère qui sont soit immigrés, soit enfants d'immigrés, soit petits-enfants d'immigrés, qui représentent en tout, sur les moins de 60 ans, 30% de la population en 2011. Et vous voyez la composition qui, évidemment, retrace l'ancienneté des flux. C'est-à-dire, si vous prenez les petits-enfants d'immigrés, c'est surtout des Européens, vous voyez, c'est les couleurs en rouge et rose. Et plus vous allez vers la génération qui a fait le mouvement, c'est-à-dire des immigrés, plus vous avez une diversification. Donc, si vous voulez, par exemple, si on prend le courant originaire du Maghreb, qui est en vert, qui est la colonne en verte là, que vous voyez qu'il n'y a pas encore suffisamment d'ancienneté pour qu'il pèse très lourd dans la deuxième génération née en France, celle des petits-enfants. Mais si vous prenez les autres courants qui sont plus récents, à ce moment-là, vous allez voir qu'ils pèsent plus dans la colonne là, qui représente les immigrés. Donc il y a une transformation du peuplement qui garde encore des traces des anciennes immigrations européennes des années 20 ou 30 et suivantes, et vous avez une nouvelle immigration qui se profile avec les immigrés et les enfants qui sont là. Alors si on passe au suivant, alors là sur ce graphique, vous avez une idée de la manière dont ont évolué les concentrations. Alors, on n'a pas de données très régulières sur les populations d'origine étrangère, mais on peut avoir, à travers les enquêtes annuelles de recensement et le recensement, des données sur les moins de 18 ans. Donc, sur ce graphique, vous avez la proportion de jeunes de moins de 18 ans qui sont d'origine étrangère suivant la taille de la commune. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, peut-être pas, mais plus vous allez vers la droite, plus la taille est importante. Et donc, la dernière taille, ça doit être 100 et plus, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez, donc, chaque courbe représente une année. Donc, vous voyez que la première courbe, qui est la fin des années 60, 1968, je veux dire, nulle part, la proportion de jeunes d'origine étrangère ne dépassait 15%. Elle était encore plus faible dans les plus petites communes, mais nulle part, ça n'était au-dessus de 15%. Et vous voyez l'évolution jusqu'en 2015, qui est la courbe au plus haut, où vous voyez que ces concentrations se sont beaucoup accentuées, puisque entre 30 000 et 100 000 habitants, on est au-dessus de 37%, et il y a même un pic à 41% qui doit être entre 50 000 et 100 000. Donc vous voyez que les concentrations ont beaucoup augmenté. Donc l'immigration et ses effets démographiques, c'est avant tout un phénomène urbain. Regardez dans les petites communes, jusqu'à 10 000, il ne s'est pas passé grand-chose en autant de temps. La proportion de jeunes d'origine étrangère a peu bougé. Donc c'est un phénomène urbain que je vais illustrer avec le dernier graphique, qui est un peu particulier. Ah, mais les couleurs, je suis désolée, elles ne sortent pas comme je les avais mises, mais enfin bon, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Si oui. Donc voilà, donc là-dessus, vous avez une comparaison de la proportion de jeunes d'origine étrangère dans différentes villes entre 1968 et 2011. Alors ce sont des villes d'un grand quart ouest de la France. Et ce que vous pouvez voir, parce qu'on parle toujours, quand on parle d'immigration, c'est Paris-Lyon-Marseille en général. Donc vous voyez qu'il y a des villes dans lesquelles la proportion de jeunes d'origine étrangère était absolument faible à la fin des années 60. Elle est aujourd'hui, dans toutes ces villes, au-dessus de 20%. Et par exemple, vous avez Blois et Orléans qui sont maintenant au-dessus de Paris et Marseille, avec donc 44% de jeunes d'origine étrangère à Blois et 43% à Orléans. Et vous avez des villes comme Limoges et Évreux qui sont aussi désormais devant Lyon. Donc, et pour ces villes, comme c'est un phénomène relativement récent, c'est souvent
des jeunes qui sont d'origine extra-européenne. Donc ça vous donne une idée du panorama, c'est-à-dire que c'est un phénomène très urbain qui touche généralement peu le Grand Ouest de la France, mais qui touche dans ce Grand Ouest aussi les grandes villes, avec des situations qui se comparent à d'autres situations dans la région parisienne, même si on a un record en Seine-Saint-Denis avec 60% de jeunes d'origine étrangère pour l'ensemble du département. Voilà, je crois que je vais arrêter là pour ça et donner... Merci beaucoup, je crois que c'est tout à fait éclairant. Si j'essaye simplement de résumer en 2 phrases ce que vous nous dites, et c'est essentiel. D'abord, contrairement à ce que parfois on nous rabâche ici ou là, il y a dans les dernières années une nouvelle augmentation sensible de l'immigration en France, avec plus les vagues que vous avez retracées, notamment vague de l'entre-deux-guerres, la vague des années 60 avec les 30 Glorieuses, et maintenant à nouveau, et avec une part de la population étrangère et d'origine étrangère qui augmente dans la population française. Premier point qui est acquis. Ça, c'est important parce qu'effectivement, certains veulent mettre de côté ce débat en prétextant que finalement, ça ne change pas beaucoup depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc là, vous apportez des chiffres qui attestent de cette réalité. Après, on est pour, on est contre, on est ce qu'on veut, mais la réalité est bien là. Si je peux me permettre, souvent ce qu'on dit, c'est que la France n'est plus un grand pays d'immigration. Donc, on peut voir sur ces données que si la France n'est plus un grand pays d'immigration, elle ne l'a jamais été depuis les années 20 ou 30. Donc c'est un peu paradoxal. Et le deuxième point, moi, que je note, c'est qu'il y a une mutation profonde dans l'origine géographique de cette immigration qui était essentiellement une immigration d'origine européenne et qui est devenue, au fil des années, extra-européenne, avec le 3e point qui est très intéressant, ce que vous dites, sur cette concentration urbaine, mais peut-être qui bouleverse un peu les idées parfois reçues, qui n'est plus simplement sur les très grandes villes, mais en tout cas dans les grandes et moyennes villes, un peu partout en France. François-Noël Buffet, est-ce que, après cette présentation chiffrée, je crois qu'elle était très, très intéressante et très utile, est-ce que l'on peut avoir un panorama des flux migratoires ? Quels sont ces flux ? Quelle est la part ? Est-ce que l'on peut mesurer l'immigration irrégulière ? Quelle est l'immigration régulière ? Comment est-ce qu'on peut essayer, là aussi, d'objectiver le débat ? Merci. Je vais essayer de vous donner quelques éléments de base de réflexion et ainsi les éléments chiffrés que vous me demandez. Ce que je voudrais peut-être rappeler en début de propos, c'est le fait que l'immigration, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un peu le chiffon rouge que l'on agite depuis de nombreuses années. Il faut qu'on sorte de cette situation-là parce que, quels que soient les gouvernements, je dois dire, on a une difficulté, c'est que dans notre pays, c'est qu'on n'ose pas parler d'immigration, on n'ose pas mettre sur la table les sujets tels qu'ils sont, c'est-à-dire qu'on se dise la vérité, et puis on n'ose pas non plus, en tous les cas on n'a jamais jusqu'à maintenant, eu une politique d'immigration qui soit cohérente. Pour avoir une politique d'immigration qui soit cohérente, qui ne soit plus un chiffon rouge et qui soit acceptée par l'ensemble de notre population, eh bien il faut nommer les choses et dire les choses. Alors pour nommer les choses et dire les choses, il faut avoir en tête qu'il existe d'abord un secteur qui s'appelle l'asile, le droit d'asile. Le droit d'asile, c'est un dispositif indépendant qui répond à un engagement conventionnel de la France, qui accorde la protection à des ressortissants étrangers parce qu'ils sont menacés dans leur pays d'origine. C'est un droit individuel et quand la personne obtient la protection de la France, il devient un réfugié. Alors communément, on parle de réfugié politique et ça lui donne la possibilité de rester sur notre territoire et de vivre sur notre territoire. Ça obéit à une procédure assez longue, qui est menée par nos services d'État, qui s'appelle l'OFPRA en particulier. Et pour vous donner des chiffres très précis sur ce point, et vous donner des éléments de comparaison, en 2012, il y a eu 61 468 dossiers de demande d'asile qui ont été déposés en 2012, et en 2017, on est à plus de 100 412 dossiers qui ont été déposés. Ça veut dire qu'on a eu une progression importante. Sur la demande de 2017, environ, au total, l'OFPRA a accordé 24 000 protections. C'était 19 000 il y a 3 ans en arrière.
Et au total, avec la Cour nationale du droit d'asile, qui est l'instance d'appel pour ceux qui n'ont pas obtenu leur protection devant l'OFPRA, on arrive à 33 000 personnes à qui la France a accordé le statut de réfugié. Les réfugiés, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'immigration régulière ou irrégulière, et je veux en venir tout de suite à l'immigration régulière. L'immigration régulière, elle a augmenté. Elle sera en 2017, elle a été en 2017, de plus de 262 000 personnes qui, sur le territoire national, pour des titres divers, au titre de ce qu'on appelle l'immigration économique, au titre du regroupement familial, au titre également du fait d'être étudiant et pour d'autres raisons, naturellement humanitaires, on sera à plus de 262 000 en 2017. Cette immigration était de l'ordre de 190 000 en 2012. Il y a une progression également très forte. On vit d'ailleurs à ce titre les premiers effets, enfin les effets importants des lois qui ont été votées par le gouvernement précédent, singulièrement sous la présidence de M. Hollande, qui a ouvert un certain nombre de possibilités à l'immigration régulière. Alors il faut noter qu'il y a une forte augmentation de la demande des visas donnés, des titres de séjour donnés au titre des étudiants. Elle est assez importante puisqu'il faut bien admettre qu'elle est de plus de 19% entre l'année 2016 et l'année 2017, que l'immigration familiale a également augmenté. Elle représente 35% de l'immigration régulière. 35% de l'immigration régulière. Et puis l'immigration économique est plutôt faible puisqu'elle est de l'ordre de 10%, ce qui somme toute est modeste, alors même que c'est pour nous un intérêt majeur que de développer ce type d'immigration pour le territoire national. Ça, c'est l'immigration régulière. Elle obéit à des règles établies évidemment par l'État. Et naturellement, ces règles qui sont données traduisent une volonté politique. Elles traduisent nécessairement une volonté politique. La question sera de se poser, faut-il conserver un tel niveau d'immigration régulière? Sommes-nous en capacité, ça pose toute la question qui est liée à l'intégration, sommes-nous en capacité de pouvoir accueillir tout le monde dans de bonnes conditions? On proposera, en tous les cas pour ce qui me concerne, mais je crois que c'est un peu le débat que nous avons avec vous ce soir, qui va se continuer, de dire ne faut-il pas accueillir moins, mais accueillir mieux, et dans de meilleures conditions, car la question de l'intégration est une question essentielle. Un seul exemple sur l'intégration, où on n'est pas bon. Les cours de français, par exemple, qui étaient il y a quelques années de 240 heures par an, sont ramenés à 140 heures. Ça n'est juste en 2012, 240 heures, et la dernière loi a mis 140 heures, ce qui est tout à fait insuffisant si on veut intégrer les gens correctement. Et puis le troisième bloc qui est essentiel, c'est l'immigration irrégulière. Et cette immigration irrégulière, effectivement, elle est difficile à quantifier. On a un critère, qui est l'aide médicale d'État. On sait qu'en 2017, à peu près 311 000 personnes ont bénéficié de l'aide médicale d'État. Mais ça, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg, puisque 311 000 personnes, l'aide médicale d'État, elle est réservée aux personnes en situation irrégulière depuis plus de 3 mois sur le territoire national. C'est un peu technique, mais on soigne bien sûr les personnes. Sauf que la réalité, c'est que tout le monde ne bénéficie pas de l'aide médicale d'État, parce que tout le monde n'est pas forcément dans un état de santé pas très bon. Et on sait que l'immigration, aujourd'hui, elle est à peu près estimée entre 450 et 500 000 personnes sur le territoire métropolitain. Ce qui est considérable. Et je pense que le fléau, cette immigration régulière, d'abord, elle est nourrie par des arrivées régulières sur le territoire, souvent avec un visa touriste. On vient pour 3 mois, on ne repart pas. Elle est liée aux déboutés du droit d'asile. Ceux qui n'ont pas obtenu le statut de réfugié, qui sont très majoritaires quand on regarde les chiffres, en fait, alimentent l'immigration irrégulière, ne repartent pas sur leur territoire d'origine et finalement contribuent à abonder, si j'ose cette expression, le flot de l'immigration irrégulière. Et le paradoxe ou l'inquiétude en réalité, c'est que la France n'expulse pas. La France est incapable d'exécuter clairement les OQTF, les obligations de quitter le territoire national qu'elle prend, et en réalité, les gens restent sur le territoire. Et la grande difficulté, c'est celle-ci, naturellement. Sur les chiffres sont assez abominables. On expulse à peu près moins de 19%, enfin moins de 19% des personnes qui ont fait l'objet d'une OQTF. Elles sont plus de 90 000 à faire l'objet en 2017 d'une obligation de quitter le territoire national. Il faut vous dire
on n'y arrive pas à ça. Alors il y a des problèmes à ça, il y a des raisons à cela. Il y a des raisons de procédure, bien évidemment, et puis il y a des raisons de difficulté à obtenir des pays d'origine, des pays sources, ce que l'on appelle des laissez-passer consulaires, c'est-à-dire le fait que le pays source reconnaisse son ressortissant et accepte de l'accueillir sur son territoire. Et ça, c'est aujourd'hui, ce système est en panne. La France, depuis 2009, avait signé à peu près un peu plus d'une quinzaine d'accords, 17 précisément, mais ces accords sont des accords en réalité qui ne sont pas de vrais accords. Et il faut changer ça. Il faut naturellement changer ça. Donc les grands flux, les voilà. Ils sont ici. Les grands problèmes, de mon point de vue, mais que l'on met au débat, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'abord de traiter l'immigration irrégulière, parce que tant qu'un État n'est pas capable d'être ferme à l'égard des gens qui sont en situation irrégulière sur notre territoire, on ne peut pas accueillir correctement ceux qui sont en situation régulière, et singulièrement, on ne marche plus sur nos deux jambes. Et tout système que l'on met en place devient non crédible. Donc voilà, dans cette première partie de réponse, les éléments de flux et d'analyse que je peux vous donner à ce stade. Et vous êtes en plus tous les deux formidables parce que vous n'avez pas épuisé votre temps de parole. Et ça mérite quand même d'être noté dans ce type de débat. Alors, il y a eu beaucoup de choses de dites et je crois que ça permet de bien poser les choses. Il y a plusieurs questions qui viennent naturellement. Je rebondis sur ce que François-Noël Buffet vient de présenter. Grosso modo, cette situation concernant l'immigration irrégulière n'est pas acceptable. Non. Pourtant, elle perdure depuis des années et des années. On sent qu'il y a une inquiétude et parfois une exaspération chez nos compatriotes. Comment fait-on ? Demain, imaginons. Demain, il y a des personnes imminentes ici et encore une fois un petit peu partout en France qui sont en situation de décider. Pourquoi elles décideraient davantage que ce qui s'est passé depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans en France ? Je pense parce qu'on leur dirait clairement d'abord que, ce n'est pas un sujet facile parce qu'il concerne des personnes et que nous devons allier à la fois la fermeté, la clarté et l'humanité. Ça, c'est un triptyque absolument indiscutable. Pour être parfaitement efficace, il faut expliquer que le droit d'asile, c'est uniquement pour protéger des personnes individuelles, je l'ai dit tout à l'heure, mises en cause dans leur pays d'origine. Ce n'est pas une filière d'immigration comme elle est utilisée aujourd'hui par un certain nombre de passeurs. Et c'est dire que quelqu'un, lorsqu'il était déchu du droit, enfin, il n'a pas été admis à bénéficier de l'asile, eh bien, de fait, immédiatement, il doit repartir dans son pays. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut pour ça mettre en place une procédure administrative bien précise. Il faut que la décision qui est rendue en dernier ressort, c'est-à-dire la décision définitive de rejet, vale obligation de quitter le territoire national et qu'on puisse l'appliquer immédiatement. Ça a deux effets. On fait passer le message aux passeurs que l'asile n'est plus une filière d'immigration, première chose, et puis ça fait comprendre aux gens que quand on demande l'asile, on le fait de façon sérieuse, première chose. Deuxième chose, en matière d'immigration régulière, on repense notre immigration régulière en se disant il vaut mieux qu'on accueille moins, donc on fixe des critères un peu plus rigoureux qu'ils ne sont aujourd'hui, mais on accueille mieux en disant on se donne les moyens de l'intégration. On se donne, quand on accueille des gens sur le territoire, de leur apprendre d'abord et en premier à parler le français. C'est un des sujets fondamentaux. Il n'y a pas d'intégration réussie s'il n'y a pas une connaissance de la langue du pays dans lequel on arrive. Et donc il faut commencer par ça, très fermement, quitte à se dire, un peu un système à l'allemande, on les prend pendant 6 mois, 8 mois, s'il le faut, on se donne les moyens et on apprend à parler le français et ensuite on intègre les choses. Il y a d'autres points. Et puis sur l'immigration irrégulière, il y a à mon avis 2 axes majeurs à avoir. C'est le premier, le principe de quelqu'un qui est en situation irrégulière, c'est son placement en rétention administrative, c'est-à-dire qu'on le place dans un lieu où on le garde administrativement près de nous, tant qu'on n'a pas réglé le problème de l'accord du pays d'origine, c'est-à-dire d'obtention du laissez-passer consulaire pour pouvoir le raccompagner, clairement. Sinon, ils partent dans la nature, on le sait très bien, et ça ne fonctionne pas. On a une exécution qui est quasiment inexistante, moins de 4% en taux d'exécution. On modifie, mais c'est très compliqué de l'expliquer à la télévision, quelques règles de procédure juridique pour permettre notamment à l'administration, lorsque sa décision est contestée, d'avoir le temps de répondre, de justifier
la raison pour laquelle elle n'a pas accordé de titre de séjour à cet étranger. Ça me paraît également fondamental. Et puis enfin, vraiment, il y a une volonté politique qui doit être acharnée. Il n'y a pas d'autre solution en la matière que d'aller négocier avec les pays sources, des pays d'origine, pour dire, écoutez, il y a un moment, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on ne donne pas de visa, on ne donne pas d'accord pour venir sur le territoire si en contrepartie, vous ne reconnaissez pas plus vos ressortissants et qu'on ne puisse pas jouer carte sur table. Donc il y a un discours de vérité à avoir avec les pays sources, et ça fait partie. À défaut de ça, on sera en difficulté. Et puis, il y a sans doute un dernier point, qui est le point européen, qu'on évoque peu, mais qu'il faut évoquer. C'est d'abord constater et le dire, mais nous l'avions dit depuis longtemps, que la protection des frontières extérieures de l'Europe doit être assurée de façon claire. Et Frontex, aujourd'hui, qui a à sa tête d'ailleurs un directeur qui est un Français, a les moyens et fait le travail plutôt bien. Il faut continuer de le renforcer. Il faut sans doute faire converger l'ensemble des pays européens vers, notamment sur l'asile, des éléments, des critères de convergence sur le traitement de ces demandes, parce que, évidemment, c'est pour éviter le shopping territorial, c'est-à-dire le fait que je vais plutôt dans ce pays parce que je suis plus sûr d'avoir un résultat plutôt que dans un autre. Ça, il faut vraiment essayer de l'éviter. L'Europe a un gros travail aussi dans les accords de réadmission avec les pays sources. Donc voilà pourquoi, et on pourrait dire à des électeurs de nous faire confiance si demain nous étions en responsabilité. Merci François Noël. Alors on voit bien le triptyque, hein, droit d'asile, immigration régulière, immigration irrégulière. Sur l'immigration régulière, avec ces chiffres quand même en forte augmentation. Et je me retourne vers Michel Tribala. Est-ce que ça ne demande pas, puisque si l'on va vers une maîtrise de ces flux, comme le propose François Noël, une meilleure connaissance en fait de ces flux de population. Et est-ce que là, on n'est pas par excellence dans une question taboue qui avait été évoquée dans des campagnes électorales précédentes, la question des statistiques d'origine. Aujourd'hui, vous, en tant que chercheur, est-ce que vous avez la connaissance suffisamment précise? Est-ce que vous avez les outils suffisamment précis? Ou est-ce qu'il y a besoin, je repose cette question qui a été très taboue, hein, est-ce qu'il y a besoin de ces statistiques plus précises pour savoir, pour affiner notre connaissance? Contrairement à ce qu'on dit encore aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été réalisés sur cette question-là, puisque ça fait plus de 10 ans que l'INSEE, dans ses grandes enquêtes, enquête emploi, logement, famille, introduit le pays et la nationalité de naissance des parents, qui permettent justement d'avoir non seulement les immigrés, c'est-à-dire ceux qui sont venus en France comme étrangers, mais aussi les enfants qui naissent en France. Donc, alors ce qui nous manque aujourd'hui, je dirais du côté de l'INSEE, c'est l'introduction de ces questions dans les enquêtes annuelles de recensement. En fait, l'INSEE a l'accord de la CNIL, la CNIL est d'accord pour que ça se fasse, mais l'INSEE, je veux dire, ne bougera pas tant que ce sujet sera aussi contentieux et qui risquera sa réputation là-dessus. Donc, parce que, si vous voulez, le recensement est la colonne vertébrale, enfin maintenant c'est des enquêtes annuelles de recensement, c'est la colonne vertébrale de tout le système statistique français. Donc l'INSEE a toujours peur que si on met en cause ce recensement, on soit démuni, qu'on n'ait plus rien. Vous avez d'autres pays qui ont des registres de population. L'Allemagne a survécu assez longtemps avec des registres de population parce que, rappelez-vous, ça avait traumatisé beaucoup la statistique française. Il y avait eu une contestation et donc il n'y avait pas eu de recensement en Allemagne depuis 1987, donc en Allemagne de l'Ouest. Et il y a eu une espèce de procédure de recensement seulement en 2011. Vous voyez, donc ils avaient derrière des registres de population qui leur ont permis de tenir. Nous, on n'a rien derrière. Si on n'a pas ça, on n'a plus rien. Donc, bon, les registres de population, je ne sais pas, peut-être il faut expliquer ce que c'est un peu. C'est dans ces pays du nord de l'Europe, dont l'Allemagne, et surtout dans les pays comme la Suède, la Norvège, etc., où c'est très bien fait. C'est-à-dire quand vous arrivez quelque part, vous vous enregistrez. Il y a tout un tas de choses qui sont... c'est nécessaire pour bénéficier de tout un tas de services. Donc on s'enregistre dans la commune. Quand on déménage, on s'enregistre dans la nouvelle commune et on est défalqué de la nouvelle commune. Donc, ils ont un système qui est très performant et pour les migrations internes, c'est-à-dire comment on bouge dans un pays, et pour les migrations extérieures, puisque si vous allez sur la Suède, moi c'est mon exemple préféré, sur la statistique en Suède, vous saurez année par année, je veux dire,
Et si vous voulez, comme c'est bien fait à partir de sources qui ne sont pas contestées, je veux dire, il n'y a pas tous ces débats inutiles qu'on a en France sur les chiffres. Je veux dire, normalement, les chiffres, ça devrait aller de soi. Ils sortent d'une institution, ils sont bien établis, et après, on discute de ce qu'on peut en faire, ce que ça veut dire. Mais nous, on discute des chiffres, on passe beaucoup de temps à ça plutôt que à l'étape suivante. Ça fait partie du tabou. Non, enfin, ça fait partie aussi le premier graphique que je vous ai montré, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de courbes quand même. Ça veut dire qu'on n'est pas complètement dans les clous pour savoir exactement le nombre d'entrées en France, hein, puisque Eurostat, c'est pas tout à fait comme ce que dit l'INSEE. L'INSEE, c'est pas ce que dit le ministère de l'Intérieur, etc. Donc voilà, donc il faudrait un système qui soit plus sûr de lui là-dessus et qui n'entraîne pas autant de contestations et de discussions inutiles finalement, parce que voilà. Mais enfin, si vous deviez venir au pouvoir et faire quelque chose, ce serait quand même d'essayer de calmer le débat sur ces questions et d'introduire les questions qui sont dans les enquêtes emploi, famille, etc., dans les enquêtes annuelles de recensement, parce que c'est le seul moyen d'avoir une idée des concentrations locales. Moi, je prends les moins de 18 ans parce que c'est possible de le faire en l'état, mais si on veut avoir la population d'origine étrangère sur 2 générations et la localiser comme on le fait en Norvège, en Suède, etc., à tous âges, il faut que ces données soient introduites dans les enquêtes annuelles de recensement. Alors, je reviens à François Noël. Contrôle de l'immigration régulière, est-ce que ça veut dire quota ? Ça veut dire clarification incontestablement. Quota, il faut être très prudent parce qu'on n'est pas toujours certain qu'on soit en capacité de les faire respecter et que ce soit efficace. En revanche, ce que nous avons voté au Sénat, qui n'a pas été retenu par le gouvernement, c'est d'avoir un débat chaque année devant le Parlement, c'est-à-dire les 2 chambres, pour fixer clairement chaque année les grands principes et les grandes règles en matière d'immigration, en tous les cas les grands sujets. Ça ne met pas de chiffres forcément dans le détail, mais ça fixe les principes. Et ça, c'est absolument essentiel de le faire. Ça contribue, et je rejoins en cela Madame Tribala, sur la transparence que l'on doit avoir sur ces sujets-là. Il n'y a rien de pire que ce qui peut donner l'impression que l'on cache les choses ou qu'on ne veut pas dire les choses. Et on arrivera à faire tomber, entre guillemets, j'utilise ce mot, la température dès que l'on parle d'immigration, dès lors que l'on sera véritablement transparent et qu'il n'y aura plus de débat, j'allais dire, sur le constat à tout le moins. Et ensuite, on peut être d'accord ou pas d'accord sur des sujets. Prenez l'exemple, tout à l'heure, vous me posiez la question, qu'est-ce que vous feriez demain si vous étiez aux affaires ? On commencerait par abolir immédiatement ce qu'on appelle les circulaires Valls, qui datent de 2012. Qu'est-ce qu'elles disent, ces circulaires ? Elles disent que tout étranger, je simplifie, en situation irrégulière, qui est présent sur le territoire depuis 5 ans, peut être régularisé. Elle était envoyée à tous les préfets de France. Qu'est-ce que comprend le migrant qui vient et de surcroît le réseau qui l'a fait venir ? Il dit, il faut tout faire pour gagner du temps et rester sur le territoire national et essayer d'obtenir ce titre de séjour. Et ça, il faut arrêter. Le risque d'appel d'air est immense. Ça fait partie des mesures sur lesquelles on peut être très ferme. Il n'y a pas de difficulté là-dessus, de mon point de vue. Bien, alors, on disait, on débat, on dépassionne et on ose, ou on ose et on dépassionne comme on veut. Il y a bientôt un texte de loi qui va arriver en discussion au Parlement. Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu par l'un et l'autre, comme vous le souhaitez, sur ce texte ? Est-ce que, grosso modo, comme on le disait, on va arriver à fonder une politique, une vraie politique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais au moins une politique d'immigration en France ? Ou est-ce que l'on est dans des petites mesures qui finalement ne vont pas changer grand-chose, pour dire les choses crûment ? Alors pour être très franc, on n'a pas encore le contenu précis du texte. Il va passer devant le Conseil d'État et il viendra au Conseil des ministres le 21 février prochain. Ce que l'on en sait, c'est que manifestement, il y a une volonté de vouloir modifier un certain nombre de règles en matière de procédure, en particulier sur l'asile. En soi, on peut être d'accord, il n'y a pas de désaccord majeur là-dessus. Sur l'immigration régulière, il n'y a pas de changement par rapport à l'existant, c'est-à-dire qu'on ne change pas la façon d'aborder l'immigration régulière, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'idée de dire on réduit et on fait mieux, on accueille mieux. Ça n'est pas dans le texte.
Donc il n'y a pas de changement. Ça, c'est une très grande difficulté de mon point de vue pour nous. Et puis sur l'immigration irrégulière, écoutez, en dehors de quelques affaires, il n'y a pas de changement non plus. Je voudrais rappeler que le budget 2018, pour ce que l'on appelle les retours forcés, c'est-à-dire les renvois dans les pays d'origine, est en baisse de 7%. Alors, quand on prévoit un budget en baisse de 7% sur ce qui est essentiel pour nous, je ne vois pas comment une loi qui sera votée en 2018 permettra d'être plus efficace. Donc véritablement, il y a des déclarations, au demeurant déclarations du gouvernement sur lesquelles on peut entendre, voire même être d'accord. Mais une fois de plus, les déclarations restent des déclarations. Ce qui nous importe, ce sont les actes. Si nous arrivons à faire passer nos idées et que le gouvernement les accepte, eh bien, nous verrons, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, très sincèrement, ce sera une loi de plus pour, à mon avis, un effet pas très évident. Michel Tribala, vous voulez... Non, moi je me cantonne dans ma spécialité, n'est-ce pas? Alors, tout à l'heure, il y a un mot qui a résonné parmi tout ce que vous avez pu présenter, c'est la question intégration. Est-ce qu'on peut revenir, peut-être on approche, le temps passe vite, on approche de la fin de ce premier débat, hein. Est-ce que l'on peut cerner ce sujet de l'intégration, sachant que l'on fait malheureusement le constat que dans bien des cas, et là aussi on est sur un sujet que l'on ne veut pas regarder en face, ou que certains ne veulent pas regarder en face, est-ce que l'on peut dire que cette intégration est globalement, pas toujours, il y a des cas tout à fait remarquables d'intégration et dont chacun est fier, et nous les premiers, mais globalement cette intégration, elle dysfonctionne? Si on a décidé de dire la vérité, d'être très honnête, ça ne fonctionne pas, ça n'a pas marché, et on n'était pas à la hauteur des enjeux, clairement. Mais l'intégration, ça nécessite, là encore, d'être très précis et d'être très volontariste. Je vais vous donner un exemple, si on a quelques minutes. Il y a moins de 3 ans, avec une collègue sénatrice, on s'occupait d'aller visiter les centres de rétention administrative. Nous avons visité un centre d'hébergement permanent pour des gens qui avaient obtenu la protection de la France et le statut de réfugié. Eh bien, ils étaient quasiment moins bien traités que les demandeurs, leurs heures de français de formation étaient réduites, et finalement, ils étaient un peu laissés comme ça pour compte. Ça, c'est de l'intégration dont on est à coup sûr, elle est ratée. Alors que l'enjeu pour nous, c'est de ces personnes qui ont le statut de réfugié, que la France a accepté de protéger, et c'est son honneur de le faire, eh bien, on doit au contraire leur donner des cours très très vite de français pour les intégrer dans le système. Eh bien, ça, on ne le faisait pas, on ne l'a pas fait. Il y a une petite amélioration, mais c'est modeste. C'est un exemple parmi d'autres, mais il est le reflet de la réalité de ce que nous vivons. Une politique d'intégration, c'est on décide vraiment de se donner les moyens. Les budgets cette année, certes, sont en augmentation, mais c'est une vraie fausse augmentation, puisqu'ils sont uniquement destinés à donner quelques moyens à l'OFII, qui est l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour gérer les demandes d'asile qu'on lui a transférées. Voilà. Mais son vrai travail d'intégration des étrangers ne se fait plus ou se fait mal en tous les cas. Ayez en tête un chiffre, il y en aura beaucoup ce soir, c'est celui sur lequel 30% du personnel de l'OFII s'occupe à plus de 50% de la gestion de l'ADA, c'est-à-dire de l'aide pour demandeurs d'asile qui ont été transférés. Comment voulez-vous que le reste du personnel ait le temps de s'occuper correctement d'intégrer les étrangers qui sont sur notre territoire? Là, vraiment, il faut se reposer les dossiers sur la table, faire un bilan vraiment complet, et puis afficher clairement que quand quelqu'un arrive sur le territoire, le contrat d'accueil et d'intégration, par exemple, ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce qu'on ne se donne pas les moyens de le faire fonctionner. C'est une très bonne idée, mais c'est comme souvent en France, on a de très bonnes idées, mais on ne se donne jamais les moyens pour aller au bout. Donc il faut être simple, enfin moi en tous les cas c'est ce que je préconiserais, d'être simple, de se donner les moyens budgétaires clairs et de dire voilà, quelqu'un qui arrive, on commence par lui donner le premier outil majeur, qui est celui de la langue et de l'apprentissage de la langue. Là j'ai envie de dire, on ne va pas épuiser non plus ce débat, non. C'est évident, mais est-ce que c'est à l'État de tout faire ? Est-ce que ce n'est pas en proximité du terrain ? Là, c'est mon expérience de maire qui parle. Je vois les expériences ou les actions que l'on a pu conduire en tant que collectivité. Et j'ai le regret de dire, et pas forcément le regret, d'ailleurs, on a dit qu'on disait tout. Hein, bien sûr. Que souvent les politiques locales sont plus efficaces que les politiques nationales. Est-ce que là, alors sans que ce soit évidemment une charge à nouveau en plus pour les collectivités locales et notamment les communes, est-ce qu'il n'y a pas là matière à
rapprocher l'action du terrain pour faire en sorte qu'elle soit plus adaptée, plus efficace et que les populations qui en ont besoin en bénéficient vraiment. Je crois que vous avez totalement raison. Il faut ne fermer aucune porte. En revanche, le principe doit être celui selon lequel l'État fixe les règles claires, et qu'elles s'appliquent de façon identique sur l'ensemble de notre territoire. Après, que cette application soit déléguée à tel secteur associatif, à telle commune ou à telle collectivité, parce qu'elle est plus en capacité de le faire avec beaucoup plus d'intelligence territoriale, moi je n'y vois que des avantages. Mais il faut que l'État reste le maître du principe. C'est une belle formule pour terminer très provisoirement ce débat en remerciant Michel Tribala et François-Noël Buffet. Et puis, cher Bruno, si tu veux bien prendre la parole et puis conclure ce premier débat en disant à nouveau à nos amis qui nous écoutent qu'il y a forcément une frustration peut-être chez eux et à ceux qui sont ici dans la salle, parce que c'est très court, mais on veut que ce soit dynamique, on veut lancer les sujets. Viens là. On veut lancer les sujets, on ne prétend pas tout dire, et encore une fois, je me permets de redire ce que je disais au tout début, c'est que maintenant, chers amis qui nous écoutez un petit peu partout en France, à vous la balle, à vous de bosser sur le sujet, à vous de faire des propositions. Alors on dit souvent, oui, mais nous, à la base, les propositions, hein, on ne sait pas ce qu'elles deviennent. Ben là aussi, j'ai dit qu'on innovait. Monsieur le Président de Force Républicaine, ici à Force Républicaine, on a vraiment envie que ce soit les gens qui participent, qui soient force de proposition, et nous, on va en être leur réceptacle, on va en être la synthèse, et on veut que pour chacun de ces mercredis de Force Républicaine, on ait cet échange, on ait cette relation, et à mesure que les mercredis vont venir, eh bien, à mesure cette proximité, cette vraie proximité, elle va prendre racine. Puisque je parle de ces mercredis, je termine juste sur une chose. Je m'adresse à nouveau à toutes et tous. Prochain mercredi, je reprends mon petit papier parce que je ne veux pas dire de bêtises. Mais évidemment, comme je les ai mis dans un désordre indescriptible, je ne sais plus où c'est. Voilà, c'est le 7 mars. Le prochain mercredi de Force Républicaine, c'est le 7 mars à 20h. Et nous allons traiter d'un autre sujet qui est resté bien en marge de notre société, alors que presque tous les Français, tout le monde y est confronté à un moment ou à un autre, avec un sujet qui est lourd, qui est difficile, c'est le sujet de la grande dépendance. Alors, là aussi, en dépassionnant le débat, cher Bruno, on va oser le traiter, dire les choses comme on le fait ce soir sur l'immigration. Je passe la parole à Bruno Retailleau. Merci d'abord Serge d'avoir animé ce débat de façon très claire. Je voudrais moi aussi remercier Michel Tribala et puis je voudrais remercier bien sûr François-Noël. Ils ont tous les deux une connaissance et une maîtrise parfaite du sujet. C'est une première pour Force Républicaine, mais je pense qu'en France, il n'y a pas beaucoup de mouvements politiques